Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous en ce dernier jour de la semaine. Nous sommes le dimanche 6 avril et voici le sommaire de votre journal. En cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix, les équipes de World Athletics ont lancé aujourd'hui une campagne afin de rassembler autour des mêmes valeurs les enfants des 4 coins du monde. Le premier temps fort avait lieu en présence du prince Albert II. Dans l'actualité également, les résultats sportifs du week-end avec du tennis d'abord et la qualification du monégasque Valentin Vachereau au Rolex Monte Carlo Masters, mais aussi de la Formule 1, du football, du basket et du beach volley. L'équipe féminine de la Principauté a participé au Monaco Beach Open, compétition qui réunit l'élite française de la discipline. Et après l'entretien avec Hubert Védrine, ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en France, nous poursuivrons en légèreté avec le cultissime dîner de con joué hier au profit de l'association Écoute Cancer Réconfort. Mais avant de développer ces titres, la rédaction de Monaco Info souhaitait rendre un hommage au prince Régnier III. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 6 avril 2005, la principauté était endeuillée par la disparition de ce souverain visionnaire âgé de 81 ans. Le prince Régnier III a régné pendant près de 56 ans avant de laisser le pays entre les mains de son fils, le prince Albert II. C'était l'événement au stade Louis II en cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix. World Athletics a lancé sa campagne Kids Athletics relais autour du monde afin de rassembler les enfants du globe autour des valeurs du mouvement, du jeu et du fair play. Le souverain a tenu à être présent, tout comme de nombreux invités de marque issus du monde de l'athlétisme et des organisations sportives internationales. Retour en images avec Gaëtan Lebrun et Julien Logier. À l'initiative de World Athletics et en partenariat avec Peace and Sport et la Fédération monégasque d'athlétisme, ce dimanche marque le début d'une campagne mondiale visant à encourager la jeunesse à adopter un mode de vie actif et à promouvoir les valeurs du sport. What we tried to do today was to create a brand new annual event, which is to try and get more children to move. It's going to be a big World Relay Challenge, and we've chosen it because in May we have our World Athletics Relay Championship. So this is the beginning of what we hope will be over 500,000 children who get inspired to be part of relays between now and the 10th of May. So Kids Athletics Day is on the 7th of May, and that will be the big celebration. The Monegasque Federation has been fantastic. They give us access to the stadium. They also train some great athletes that are here also. And then we work with Peace and Sport because sport is one of the few things in this world that can actually demonstrate peace just by participating in it. Un événement unique qui a pour objectif de rassembler des enfants du monde entier autour des valeurs du mouvement, du jeu et du fair play. Pour l'occasion, plusieurs dizaines de jeunes athlètes ont pris part à des activités physiques sur la piste d'athlétisme du stade Louis II, dont notamment un relais pour la paix, dans le but de prôner le travail d'équipe, la solidarité et l'unité. Direction les cours du Monte Carlo Country Club pour le deuxième jour du Rolex Monte Carlo Masters. Sensation ce dimanche, la victoire au premier tour du monégasque Valentin Vachereau face à l'Allemand Struff 6-2, 6-1. On retrouve sur place Christophe Paco, bonsoir. Bonsoir Sarah, oui, victoire expéditive pour notre numéro 1 monégasque en simple, Valentin Vachereau, qui revient d'une longue blessure. Vous le savez, Valentin, déjà très bon en Coupe Davis contre Nuno Borges, là aujourd'hui s'est imposé face à un joueur de classe mondiale, bien sûr, dans les 50, l'Allemand Struff qui n'a rien pu faire face à l'explosivité de Valentin Vachereau. 6-2 première manche, 6-1, 58 minutes, l'émotion du joueur monégasque à l'issue de cette première victoire ici dans le tableau final à Monaco. Son entraîneur, Benjamin Valeret, n'en revenait pas, il est encore tout ému, lui qui a déjà passé des tours bien sûr ici à Monaco, qui a toujours joué sur le grand circuit. Il fait partie de la famille, c'est Benjamin Valeret, son entraîneur. C'est super, je suis super heureux pour lui et pour nous, toute l'équipe. Voilà, c'est une belle récompense de enfin gagner un match ici. Il a fait ce qu'il fallait, vraiment, c'était un très bon match de la part de Valentin. Il a bien respecté les consignes, il a su gérer ses émotions et sa tension aussi, donc ça tout est super sur le match d'aujourd'hui.
Deuxième tour pour Valentin Vachereau, ici même au Monte Carlo Country Club, mercredi contre Dimitrov, celui qui l'avait battu l'an dernier ici, on s'en souvient tous, ou le Chilien Nicolas Jarry. En tout cas, tout va bien pour le numéro 1 monégasque. Il jouera également double. Il y aura ses compères qu'on surveillera comme Romain Arneaudo et bien sûr Hugo Nice. On se retrouve évidemment tous les jours sur Monaco Info pour vivre ce tournoi avec beaucoup d'émotion, vous l'avez senti, dès cette première journée. Et il y a quelques instants, la victoire de celui qui dispute son tout dernier tournoi de Monte-Carlo, Richard Gasquet, vainqueur en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4 de l'Italien Matteo Arnaldi, 23 ans ici, après son premier succès en principauté. Il s'est rapproché du podium mais ne l'a pas atteint. Charles Leclerc a décroché la 4e place au Grand Prix du Japon. Le pilote monégasque n'a pas caché sa frustration à l'issue de la course ce matin, regrettant le manque de performance de sa monoplace. Il s'agit tout de même du meilleur résultat en Grand Prix de Ferrari en ce début de saison. Lewis Hamilton, lui, est arrivé 7e de la course, remporté par le néerlandais Max Verstappen de l'écurie Red Bull. Les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri ont été respectivement les 2e et 3e à franchir la ligne d'arrivée. En football, l'AS Monaco s'est incliné hier sur la pelouse de Brest 2-1. La faute notamment à son gardien Philippe Cohn, dont la culpabilité est engagée sur les 2 buts bretons. Avec cette défaite, Monaco laisse l'opportunité à Marseille, qui reçoit ce dimanche soir Toulouse, de lui reprendre sa 2e place derrière le PSG, sacré champion ce samedi. Bonne nouvelle tout de même du côté du club de la Principauté, Mika Biret fait partie des 3 joueurs nommés pour le trophée UNFP du mois de mars. L'attaquant partage l'affiche avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Pour rappel, le lauréat est désigné à 50% par le vote des joueurs professionnels et à 50% par le vote du grand public. Vous pouvez donc vous exprimer jusqu'au vendredi 11 avril à minuit sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. En parallèle, la Roca Team recevait Nanterre à l'occasion de la 24e journée de Betclic Elite. Les Monégasques, à l'image d'un Mathieu Strazel extrêmement adroit au tir, auteur de 15 points, ont déroulé face aux Nanterrois. Ils confortent ainsi leur place de leader à 6 journées de la fin du championnat. Je vous propose d'écouter le vice-champion olympique en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Je pense que le score de la première mi-temps ne reflétait pas ce qu'on faisait défensivement. Je pense qu'on défendait plutôt bien en première mi-temps. Malgré ça, ils étaient encore dans le match et en effet, je pense qu'à la fin, ça a fatigué un peu de leur côté. Ils avaient moins de rotation que nous, donc je pense que ça a été un travail sur 40 minutes. Récupérer un peu de confiance parce que on sortait d'une performance plutôt moyenne contre le Pana, donc vraiment le but c'était de se remettre en confiance, d'obtenir la victoire parce que on n'est pas premier avec beaucoup d'avance en championnat, donc c'était important pour nous sur beaucoup de points. Prochain rendez-vous pour les hommes de Vassilis Spanoulis, jeudi 10 avril face à l'Asvel. Ils devront impérativement gagner s'ils veulent s'assurer une place dans le top 4 de l'Euroleague. C'est un sport qui sent bon les vacances d'été. Les meilleurs athlètes tricolores de beach volley s'affrontent en ce moment au centre de loisirs Prince Albert II à la Turbie dans le cadre du Monaco Beach Open. Les femmes ont ouvert le bal ce week-end avant de laisser la place aux hommes le week-end prochain. Plusieurs enjeux cette année pour les 2 duos monégasques, comme nous l'expliquent Théo Schumer et Julien Logier. Elles étaient une quarantaine à s'affronter sur les sables des hauteurs de la Turbie pendant 2 jours. Une 2e édition de haut vol pour ce Monaco Beach Open, d'abord par la diversité et l'excellence des profils qui s'y croisent. Le système au beach volley, c'est un système qui se rapproche beaucoup du tennis, c'est-à-dire que tous les tournois rapportent des points et ces points vont permettre la qualification, notamment au final du championnat de France qui se dérouleront à Cap 3000. Donc vu que c'est le 2e niveau français, c'est un tournoi qui a attiré des paires de toute la France. On a des paires qui viennent de l'île de Ré, de Paris, de Dunkerque. Donc vraiment un grand panel de joueuses qui sont ici présentes et auxquelles se rajoutent du coup nos paires monégasques. Hier, il y a eu toute une journée de qualification où il y a 16 équipes qui se sont affrontées pour 4 places dans le tableau principal aujourd'hui. Et du coup, elles ont rejoint les 8 autres équipes qui étaient qualifiées par leurs points. Et ça fait un tournoi principal aujourd'hui à 12 équipes. Allez, ça y est, on peut les applaudir. Anouk et Alex, par exemple, arrivent de l'île de Ré. Elles viennent tout juste de remporter leur match face à 2 championnes de France de beach volley. Alors comment vous l'avez senti ce match ? Très bien, on a très bien débuté. Franchement, en premier set, on était au taquet direct. Des petits services courts qui ont quand même pas mal marché. Et puis deuxième set,
de l'adversité qui est arrivée. On s'en doutait quand même, c'est une belle équipe. Et on a quand même réussi à conclure ce match, donc super contente. Donc vous sentez bien pour la suite? Ouais, on est confiante du coup. On avait une grosse poule, donc on est contente de finir première. Ça nous fait un match de moins, plus de repos, et voilà, c'est cool. Si le tournoi permet d'accéder aux phases finales du championnat de France, il comprend également un autre objectif pour certaines, les Jeux des petits États d'Europe qui se dérouleront à la fin du mois de mai, en principauté d'Andorre. Les paires des petits États d'Europe en beach volley viennent d'être définies après une rude sélection, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et donc là, c'est l'occasion de faire leur premier tournoi ensemble pour monter un peu en puissance dans la préparation. Donc on a la paire féminine aujourd'hui, Victoria Béguelin, Marion Auger, qui essaie de faire un bon petit tournoi. Et la semaine prochaine, ça sera moi-même avec Pierre Barré-Lafay, effectivement. Après les femmes, ce sera donc au tour des hommes de se démarquer le week-end prochain, les 12 et 13 avril, parmi les meilleurs de la discipline. Il est temps à présent de voir ou revoir l'entretien d'Hubert Védrine, invité d'Émilie Rousseau. En début de semaine, l'ancien ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a livré sa vision de la géopolitique actuelle, bouleversée notamment par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le diplomate donnait une conférence pour la Monaco Méditerranée Foundation au One Monte Carlo autour de son nouvel ouvrage. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. 2025, l'année de tous les périls, c'est une conférence qui porte bien son nom, tant l'année 2025 a débuté avec le retour d'un homme à la tête des États-Unis, Donald Trump. Oui, c'est un choc énorme parce que il faut que nous oublions l'Amérique du XXe siècle avec laquelle on a vécu et qu'on réétudie l'Amérique du XIXe. C'est ça qu'on a en face de nous, avec en plus le Pentagone, le dollar et l'intelligence artificielle. Donc c'est un bouleversement mondial. Est-ce que c'est un changement fondamental? Vous avez déclaré on a changé d'Amérique avec le retour de Trump. Voilà, d'ailleurs il admire des présidents du 19e siècle aux États-Unis comme Jackson, McKinley, Monroe ou le premier Roosevelt. C'est complètement différent de ce qu'on a vécu depuis Roosevelt le deuxième jusqu'à Biden. Et les Européens ont spécialement cru dans la communauté internationale, dans le multilatéralisme, dans les valeurs universelles, etc. Et sur un mode de négociation normal des différents. Alors qu'on a affaire à quelque chose d'une brutalité énorme. Dans le livre récent que j'ai réécrit, le dictionnaire amoureux de la géopolitique, le nouveau, je commence sur Trump en disant « impensable mais vrai ». C'est tellement impensable que ça n'a pas été pensé. Bon, maintenant il faut s'organiser et dépasser le stade de la sidération. Oui, la sidération, c'est un peu la réaction de la classe internationale après le face-à-face dans le bureau ovale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'elle est révélatrice de la méthode Trump ? Oui, c'est révélateur de la méthode, oui en effet, mais on le savait en gros. Du point de vue de Trump, il n'y a pas d'alliés pour l'Amérique, il n'y a que des parasites. Et l'Alliance Atlantique qui voit un protecteur des protégés, les protégés sont des parasites, je le répète. Et d'autre part, il est déchaîné contre les pays qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis. Donc il est en guerre commerciale contre l'Europe, contre la Chine, contre le Mexique, le Canada, etc. etc. Donc c'est complètement sidérant d'un point de vue européen où on pense que, en gros, la globalisation américaine était très bonne pour l'Amérique, pour les autres aussi. Et justement, Hubert Védrine, l'Europe dans tout ça, quelle est sa place? Est-ce qu'elle tient encore son rôle? Alors il faut distinguer deux domaines. En matière économique et commerciale, l'Union européenne a des vraies compétences exercées par la Commission, donc sa présidente, et on va voir si les Européens, il faut le souhaiter, arrivent à résister aux attaques de Trump, aux coups de boutoir de Trump qui va essayer de les diviser. Ça, c'est le domaine économique. En revanche, dans le domaine militaire, l'Union européenne n'a pas de compétences, parce qu'à l'origine, après la guerre, ce sont les Européens eux-mêmes qui ont demandé aux États-Unis de les protéger, d'où l'Alliance Atlantique et l'OTAN. Et ils n'ont jamais changé de position depuis. Et même l'attaque de Poutine en Ukraine avait renforcé l'esprit de défense en Europe dans l'Alliance. Il faut attendre l'incertitude créée par Trump pour que les Européens se disent la mort dans l'âme. On va peut-être être obligé de fabriquer ensemble une sorte de pilier européen de l'Alliance Atlantique, ce qui posera des problèmes très compliqués qu'on va voir être traités dans les prochaines semaines. Quel genre de force, quel état-major à la tête et qui donnerait les ordres? Politiquement, c'est des questions que les Européens n'ont jamais eu à traiter. Donc c'est pour ça que c'est une année vraiment spéciale. Alors, nous le disions en préambule de cet entretien, votre conférence s'intitule 2025, l'année de tous les périls. Péril, est-ce que c'est le mot pour qualifier la situation géopolitique actuelle? Oui, parce que les gens en général croient qu'il y avait une sorte d'ordre mondial. En fait, il y a un désordre évolutif.
Les Européens, j'y reviens, croyaient qu'il y avait une communauté internationale. C'est pas vrai en fait. Bon, donc ce monde très compétitif, très dur. La plupart des puissances dans le monde, disons, ils sont plus ou moins préparés, mais les Européens, très peu. Je parlais, moi, depuis longtemps, de bisounours dans le monde de Jurassic Park. Et un ministre allemand parlait d'herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores. Bon, voilà. Il faut que les Européens tombent de l'armoire, comprennent la réalité, se réorganisent dans les deux domaines différents dont j'ai parlé, soit la question commerciale et dans le domaine de la défense. N'oubliez pas que ça inclut la Grande-Bretagne. Donc on n'est pas dans l'Union. C'est les 5 ou 6 pays qui ont des armées qui vont peut-être réussir à bâtir un pilier de défense pour l'Europe. Et quand on sera réarmé avec un meilleur rapport de force, il sera temps de réenvisager des relations avec la Russie, puisque même pendant la guerre froide, quand on se menaçait terriblement d'anéantissement, il y avait des négociations entre l'Occident et l'URSS. Donc il faudra y revenir, on ne peut pas maintenant, parce que ça dépend des conditions de sortie de l'Ukraine, mais on ne peut pas laisser Trump définir tout seul, avec Poutine, les conditions de la relation avec la Russie d'avenir qui engage notre sécurité en Europe. Bon, mais tout ça, j'en parle là, mais c'est plutôt pour demain ou après-demain, ça. Quand on vous écoute, quand on vous lit, est-ce que finalement, il n'y a pas toujours eu plus ou moins ce sentiment de désordre mondial ? Enfin, non, il y a eu quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, une sorte d'ordre à la fois américain pour une partie du monde, soviétique, et pendant la guerre froide, les deux puissances contrôlaient les 3/4 du monde. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ordre mondial vrai, mais il y a des moments plus ou moins instables. Et là, on est dans un moment de chaos, ce qui ne veut pas dire la guerre, hein, ça veut dire le chaos au sens des physiciens. Les choses sont instables. Il faut qu'on s'habitue à raisonner à ça, sur cette instabilité, et voir comment on va défendre nos intérêts vitaux et la civilisation européenne dans l'avenir. Et là, on rejoint la grande question écologique, qui est beaucoup plus grave que la géopolitique. C'est le compte à rebours géopolitique et écologique. Il faut combiner les deux, vous voyez. Eh bien, merci Hubert Védrine pour votre analyse que l'on peut retrouver également dans votre ouvrage paru récemment aux éditions Plomb, Nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci pour votre invitation. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Vous l'avez reconnu, cette réplique culte est issue du Dîner de cons. Eh bien, hier soir, cette fameuse pièce qui avait été écrite par Francis Weber en 1993, avant d'être adaptée au cinéma, était proposée au public du Théâtre des Variétés. Une soirée au profit d'Écoute Cancer Réconfort que nous relate Théo Schumer sur des images de Camille Caloni. François fait des constructions assez extraordinaires avec des petites allumettes. Non. Ah si. Tu verrais, il y a un souci du détail, d'une précision dans le geste. Oui, Hein c'est ça. Franchement, elles sont pas belles, mon petite maquette. Organiser un événement au profit d'une association est parfois une épreuve, mais si le spectacle est bien choisi, la soirée est réussie. Et avec le Dîner de cons, la célèbre comédie de Francis Weber, le succès ne pouvait être que garanti. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir le moins de frais possible sur une soirée comme ça. Et là, de faire salle comble, ce soir, c'est 6 500 € de récolté. Et pour nous, c'est presque un mois de prestations que l'on offre pour les patients de l'association. Donc ça, c'est formidable parce que récolter des fonds, c'est compliqué. Donc c'est par les cotisations, c'est par les dons et par un spectacle comme ce soir. Et alors le Dîner de cons, quoi de mieux puisque tout le monde le connaît, cette comédie culte. On a refusé depuis 2 jours, le téléphone sonne, je refuse. Donc voilà, on est vraiment ravis qu'il y ait autant de succès, que ce soit pour les acteurs, pour nous, pour les patients qu'on suit. Voilà, c'est une belle cause. Une belle cause qu'a choisi de soutenir la compagnie du Théâtre des Oiseaux de Nice en offrant son cachet à Écoute Cancer Réconfort. La pièce en elle-même n'a pas changé de l'original, écrite en 1993, mais le metteur en scène niçois promet toutefois 1 ou 2 surprises. Dans la pièce, il y a 6 personnages. Bon, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous faire le pitch parce que le Dîner de cons, on la connaît, on connaît cette pièce. Elle n'est pas revisitée, c'est tout à fait le texte de départ. Il n'y a pas vraiment de changement, mais bon, vous allez voir, il y a peut-être quelques rebondissements. Il n'y a pas de changement, mais il y avait quand même les fameuses annotations de Jacques Villeray, vous savez, qui ont été publiées. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ? Alors j'ai le livre dans ma loge, si vous voulez le voir. Oui, en effet, il y a les annotations, mais c'est Jacques Villeray. Et Jacques Villeray, c'est Jacques Villeray. On ne pourra jamais faire autre chose que du Jacques Villeray. On fera différemment, voilà, c'est autre chose. Michel Brochant, c'est un parent fou. Michel Brochant.
Pour les inconditionnels ou pour les néophytes, en tout cas, une chose est sûre, plus de 30 ans après sa création, la pièce aura séduit tout le monde. C'était super, vraiment. Très belle soirée Super pour une super association. C'était vraiment très très bien. Ah, super, très bien. Ouais, ta vie assise. Parle-lui. Non, parce que je suis un peu timide. Oui, ben moi. C'est formidable. Le dîner de cons, on s'en lasse pas. Et voilà, donc c'est avec un grand plaisir de venir encore ce soir les voir jouer. Vraiment super, génial. Ça vous a plu, en plus de soutenir une association de cette ampleur par la même occasion? Ah oui, ça fait un petit moment que j'en fais partie et franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment top. Il y a un moment qui t'a plu en particulier ou tout t'a plu? Oui, c'est quand Monsieur Pignon, il appelle Monsieur Leblanc et qu'à un moment il dit « Oh la boulette !» Si vous avez raté la compagnie, sachez qu'elle se produit à Nice, au Théâtre des Oiseaux, tous les jeudis. Qui a dit que la musique classique était réservée aux adultes? Dans le cadre du Printemps des Arts, les petits mélomanes ont eu droit à une visite exceptionnelle hier après-midi des coulisses de l'Opéra de Monte-Carlo, avant de découvrir le conte musical Le Voyage de Noah sur la scène de la splendide salle Garnier. José Sacré et Julien Laugier. Le Voyage de Noah, c'est le titre du spectacle musical proposé par le Printemps des Arts de Monte-Carlo le samedi 5 avril à l'Opéra de Monte-Carlo. Un spectacle créé et interprété par le Quintet Altra. Le Quintet Altra, c'est un quintet à vent. Donc on est 5 instrumentistes. On s'est rencontrés en 2010 lors de nos études respectives au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Et on a ensuite décidé de se spécialiser en musique de chambre en quintet à vent au CNSM de Paris. Et c'est lors de ce master que nous avons décidé de créer le spectacle Le Voyage de Noah. C'est un format particulier qu'on ne fait pas toutes les semaines non plus, qui vise à sensibiliser le jeune public. Et on a été amené à créer ce spectacle pour un concert à l'hôpital Trousseau à Paris. C'est un hôpital pédiatrique. Et de là est venue l'idée de monter un spectacle où un petit garçon cherche le Père Noël en voyageant dans le monde entier, donc en faisant découvrir la musique de chaque pays aux enfants. Conte musical pour rêver et apprendre en s'amusant avec les yeux et les oreilles. Le Voyage de Noah a envoûté le jeune public très sage de la salle Garnier ce samedi 5 avril. C'est vrai qu'ils étaient particulièrement attentifs. Qu'avez-vous prévu mardi soir? Si votre agenda est vide, laissez-vous donc tenter par une soirée cinéma. Max et Jérémy, sortis en 92 avec les grands Philippe Noiret, Christophe Lambert et Jean-Pierre Mariel, sera projeté au Théâtre des Variétés à 19h. Interviewé par Fabien Bonilla, Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, nous en dit plus sur ce long métrage basé sur une amitié entre un tueur à la retraite et un jeune voyou ambitieux. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Max et Jérémy, c'est le titre du film dont on va parler. On peut dire que c'est un classique de la fin du XXe siècle, ou je suis un peu trop enthousiaste. Un classique de la fin du XXe siècle, ça voudrait dire qu'il résume à lui seul le XXe siècle. Disons que c'est un film qui, sous les dehors, en effet, d'un film très classique, se permet justement, alors peut-être parce qu'on est en 92, donc pas loin de la fin du siècle, d'écorner un peu cette image ou ce cinéma classique. Donc disons-le, il s'agit d'un film policier. De tueur à gages. De tueur à gages, qui évidemment fait penser à des classiques de Jean-Pierre Melville. Sauf que ça n'est pas Jean-Pierre Melville, ça n'est pas un film d'homme dirigé par un homme, mais c'est un film d'homme dirigé par une femme. Qui a très peu réalisé d'ailleurs. Comment ? Qui a très peu réalisé. Qui a très peu réalisé, mais je trouve que ce troisième film, qui est un film pour lequel elle a eu des moyens très importants, à commencer par le casting, on va y revenir. Oui. Des hommes filmés par une femme, et en l'occurrence dans un film policier, absolument, ça permet de montrer
des personnalités sans doute plus vulnérables, plus sensibles, et c'est ce qui me paraît... C'est l'intérêt du film. Voilà, le plus réussi dans le film. C'est que, donc, pour le dire, le casting, Philippe Noiret, Christophe Lambert, qui a un très beau rôle. Oui. Et il est vraiment très très bon dans le film. Peut-être résumons pour les téléspectateurs un peu l'histoire en quelques mots. Alors, Philippe Noiret, vieux briscard, vieux tueur à gages, qui revient pour un contrat sur le devant de la scène, se retrouve obligé de prendre sous son aile un jeune tueur à gages, un peu chien fou, joué par Christophe Lambert, et qui vont ensemble et en même temps un peu l'un contre l'autre, traverser une aventure avec plusieurs rebondissements qui va les conduire jusqu'à la Côte d'Azur et jusqu'à Monaco. Puisque c'est la thématique du film, rappelons-le, c'est Monaco en film. Voilà, c'est Monaco en film, et toute la fin du film est tournée réellement à Monaco. En attendant, Max et Jérémy, c'est un film... c'est un film, si on ne l'a pas vu, il faut le voir. Sinon ne serait-ce que pour l'histoire et pour les téléspectateurs de la Principauté, ne serait-ce que pour après les vues et les tournages à Monaco. Absolument, il faut le voir ou le revoir si on ne l'a pas revu depuis l'époque. C'est un film qu'il faut revoir. Oui. Merci Vincent. Merci Fabien. Il n'y a pas accent une cuisine pareille. Qu'est-ce que tu fous dans mes pattes? Mais il me tue ce mec, mais de quoi vous parlez? Arrête ton cirque! Vous n'allez pas m'exploser la gueule pour ça. Si t'es là, c'est que quelqu'un t'envoie. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre météo présentée par Théo Schumer. C'est Émilie Rousseau qui prendra les commandes de votre 19h demain. Et comme tous les lundis, ne manquez pas la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthy a reçu Thierry M, entraîneur de l'Étoile de Monaco pendant 2 décennies. Il a permis aux Monégasques de monter sur le podium du top 12. Son objectif actuel, emmener l'équipe de France de gymnastique artistique masculine aux prochains Jeux Olympiques. Belle soirée à tous et bonne semaine. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Après un week-end bien ensoleillé comme on aime, c'est un temps un peu plus timide que vous allez retrouver demain en Principauté. Vous commencerez votre journée avec un ciel couvert et quelques éclaircies possibles dans le courant de l'après-midi. Mais vous l'aurez compris, plus de nuages que de soleil pour demain. Et attention aussi au retour du vent qui pourra souffler jusqu'à 40 km/h sur le rocher. Côté température, ce ne sera pas plus réjouissant. Vous aurez 11 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés au plus fort de la journée. Et oui, quand il fait gris, il fait frais. Mais rassurez-vous, tout cela n'est que provisoire. Le beau temps sera de retour dans le courant de la semaine. Demain, vous penserez à souhaiter une bonne fête à nos amis les Jean-Baptiste. Ça leur fera plaisir. Allez, belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.